Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien chez vous. Je me présente, Galric Partera, animateur de la soirée et un des organisateurs du Salon de la Nutrition, ouvert au grand public et gratuit. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la 6e édition du Salon de la Nutrition à Montpellier. Nous sommes une école de diététique et nutrition humaine et sportive. Chaque année, nous organisons un salon en lien avec la nutrition. Cette année, nous sommes 30 étudiants formés à notre futur métier et à la formation de nombreux projets auprès de différents publics. Le thème de la soirée est le suivant: nutrition, sport, développement personnel, en quoi sont-ils complémentaires? Mais ce soir, je ne suis pas tout seul à présenter. Bonsoir à tous, Mathilde Solana, présentatrice de cette soirée et une des organisatrices du Salon de la Nutrition. Comme mon collègue a pu vous le dire, le thème de cette soirée se portera sur la nutrition, le sport et le développement personnel. Nous allons laisser se présenter les intervenants de cette soirée. Dans Melvin Richardson. Oui, bonsoir tout le monde. Donc oui, moi c'est Melvin Richardson, je suis handballeur au Montpellier Handball et aussi international et j'ai 24 ans. Manon Clavier. Alors, bonsoir tout le monde, donc, je suis Manon Clavier, diététicienne nutritionniste. J'enseigne également dans le supérieur pour former de futurs diététiciens nutritionnistes. Et Pauline Bazot. Bonsoir à tous, donc je suis coach sportive et coach de vie. Alors, avant de commencer cette soirée, je voudrais faire un petit récapitulatif du déroulement du Salon de la Nutrition. Demain aura lieu la journée des pros, journée permettant de rassembler des professionnels autour d'un sujet avec des tables rondes, conférences et plein d'autres surprises. Vendredi aura lieu la journée Kids, dédiée aux enfants avec plein d'activités et des jeux ludiques. Elle se déroulera dans l'école Calandreta Candola, une école sur Montpellier. Cette école pratique la pédagogie par immersion en conduisant l'enfant à un bilinguisme maîtrisé. Et samedi, pour clôturer, ce sera la journée, journée grand public, donc ouvert à tout public. Le thème du bien-être sera au rendez-vous, ainsi que des conférences et des tables rondes au sujet de la nutrition, bien sûr. Donc, nous allons commencer cette soirée avec une première partie sur le témoignage de Melvin Richardson, une seconde partie sur la nutrition avec Manon Clavier, diététicienne nutritionniste, et pour finir, une dernière partie sur le sport et le développement personnel avec Pauline Bazot, coach sportive. Nous laisserons le temps nécessaire à la fin de chaque thème pour poser toutes les questions nécessaires. Nous allons commencer l'interview avec Melvin Richardson, qui est notre parrain du Salon de la Nutrition. Bonsoir Melvin. Racontez-nous comment avez-vous réussi à être handballeur professionnel et aujourd'hui en équipe de France? Quels sacrifices avez-vous dû faire? Alors, comment je suis devenu handballeur professionnel? Bon, c'est beaucoup d'étapes. Je suis passé par énormément d'étapes. J'ai commencé le handball à l'âge de 8 ans et j'ai franchi toutes les catégories, du mini-hand, des moins de 12, à toutes les catégories en passant par le pôle espoir et puis le centre de formation à Chambéry. Enfin, j'ai commencé le handball à Chambéry. Puis pour signer professionnel à l'âge de 17 ans, et donc toujours au club de Chambéry, dans le club de mes débuts. D'accord. Et puis j'ai signé à Montpellier en 2017. Depuis 4 ans, je suis au club de Montpellier. Et c'est vrai que on peut dire que c'est super, ça a l'air facile et tout, mais c'est pas facile. Tu as énormément de sacrifices à faire. Bon, là, quand tu es jeune, c'est vrai que tu vas moins, tu es plus concentré sur tes matchs le week-end et tout, donc tu fais moins de choses avec tes amis de l'école et tout. Puis quand tu arrives à la vie étudiante, tu fais moins de soirées étudiantes, moins de voyages et tout. Tu es surtout concentré sur ton sport. Donc c'est sûr, ça fait partie des sacrifices. Et puis quand tu es sportif de haut niveau, tu dois faire aussi des sacrifices. Enfin, je dirais pas c'est des sacrifices, mais c'est un métier qui dure 24 heures sur 24, que ce soit quand tu es au boulot, quand tu es en période de récupération, quand tu es en période où tu manges. Enfin, voilà, tout ça, ça fait partie de mon travail et c'est un travail à plein temps.
Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, comment se sont passés les championnats du monde cette année? Comment te sentais-tu? Alors, c'est vrai que ça a été une compétition il y avait beaucoup de questionnements parce qu'il y a la compétition, l'équipe était vachement remaniée, il y avait un nouveau staff, il y a quelques nouveaux joueurs, des blessés. Donc, c'est vrai qu'en plus, avant de commencer la compétition, on avait 2 matchs de qualification pour le championnat d'Europe et on a fait une défaite et un match nul. Donc, les personnes autour n'étaient pas très confiantes, mais nous, on est resté vachement concentrés sur notre jeu. On savait qu'il y avait beaucoup de travail à fournir. Et puis voilà, on a réalisé une compétition assez correcte, à aller jusqu'en demi-finale, même si après perdre les demi-finales et la match à troisième place, bah, ça laisse un goût amer, un peu de frustration, mais ça fait partie du sport et on sait on savait bah, on avait énormément de travail à fournir pour justement à réaliser bah, des bons résultats avec cette équipe de France. Alors, tu as évoqué une année particulière, c'est une de mes questions. On imagine que cette année a été très particulière pour vous, les sportifs, au niveau du public et des familles qui ont des relations familiales qui ont été impactées. Ouais, bah, je pense qu'on a tous eu une année vraiment bizarre. Après, là où je vais pas me plaindre, c'est que j'ai pu avoir la chance de quand même continuer à exercer mon métier, continuer à m'entraîner, continuer à jouer des compétitions. Mais c'est vrai que c'était inédit pour nous, les handballeurs, parce que déjà, bah, avec cette période de Covid, bah, tu savais jamais si un match pouvait être maintenu ou pas, s'il allait être déplacé. Au dernier moment, on pouvait se dire, bah, allez, terminé, le match est déplacé. On a eu la période, bah ouais, on a tous été contaminés. Donc, après avoir passé depuis mi-juin jusqu'à fin juillet, on a fait une préparation physique de mammouth. Et là, pendant 3 semaines, tout s'arrête. Tu dois rester chez toi, tu ne dois pas bouger. Donc, c'est vrai que ça a été pas facile et il fallait être patient. Mais on a continué quand même à s'entraîner un peu. Après, bah, il y a eu la reprise de la compétition. Après, on n'a plus été embêtés, mais c'est vrai qu'aussi, on a joué dans des salles vides. Ça fait vachement bizarre. C'est vrai que nous, quand on est joueur, bah, on est là pour faire du spectacle, mais aussi on est là pour en vivre. Quand tu es dans une salle où tu as la salle pleine qui te pousse, même que ce soit à l'extérieur ou à domicile, c'est top. Et c'est une grande partie pour ça que je fais ce sport. On vit des super beaux spectacles quand tu es sur le terrain. Donc, ça a fait bizarre, mais on s'y est fait avec le temps. On s'y est fait. Je pense que ça va faire encore bizarre quand on va retrouver du monde. Ça va faire mal aux oreilles, je pense. Mais oui, ça fait partie de la vie maintenant. On doit faire avec. Mais en tout cas, nous, justement, il fallait vachement être concentré sur nous, sur notre physique, tout ça, pour être prêt à n'importe quel moment de jouer. Genre, par exemple, on a eu des fois, on a des matchs déplacés, on avait à avoir 2 matchs en 2 jours. Donc, on jouait et le lendemain, on rejouait. Ou alors, on devait voyager et on jouait le jour du voyage. Donc, Okay. c'était une année particulière. Mais bon. Merci. Appliquez-vous un régime particulier? Si oui, lequel? Alors, j'ai pas de régime particulier. C'est vrai que je pense que ça dépend la morphologie de l'athlète. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui est très, très épais, donc je peux me permettre de petits kiffs. Mais c'est vrai que voilà, je fais quand même attention. Au début, voilà, quand tu es jeune, tu fais pas trop attention, mais c'est vrai que quand les premières blessures arrivent, quand les premiers pépins physiques arrivent, bah, tu te commences à poser des questions, que ce soit par rapport à l'hygiène de vie, par rapport avec ce que tu manges, mais aussi avec ta musculation, ta préparation physique. Et quand j'ai eu une grosse blessure au tendon rotulien, et c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que voilà, qu'il fallait vachement que je fasse attention à tout ça. Donc, néanmoins, ouais, j'essaie de garder un régime alimentaire équilibré, pas spécial, enfin, pas spécifique, quoi, mais assez équilibré pour me permettre d'être au mieux de ma forme, quoi, physiquement. Super. Du coup, par rapport à ce que vous avez pu nous dire, est-ce que vous êtes suivi par un diététicien ou une diététicienne ou un autre professionnel de la nutrition? Non,
Non, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est sportive aussi et qui est très axée là-dessus. Puis aussi, elle a suivi la carrière de mon père également. Donc, qui s'y connaît énormément et qui était là pour nous faire des bons plats et aussi pour m'apprendre aussi à cuisiner, à bien préparer mes plats pour avoir une alimentation équilibrée. D'accord. Et selon vous, du coup, pour vous, quelle est la place de la nutrition dans votre milieu, dans le milieu sportif? Bon, comme je l'ai dit, ouais, elle est vachement importante. Je dirais pas qu'il y a des catégories où tu dois mettre au-dessus des autres. Ça doit être tout pareil. Tu dois tout prendre au sérieux, que ce soit la préparation physique, que ce soit la gestion du sommeil, que ce soit l'alimentation. Donc pour moi, ouais, elle reste vachement importante et c'est un peu c'est partie d'un complément. Donc si je me sens pas bien, ben, c'est que peut-être soit j'ai mal dormi, soit j'ai mangé un truc qu'il fallait pas. Enfin, moi je le prends comme ça. Donc pour moi, ouais, nous les sportifs, ouais, ça reste un domaine vachement important pour nous. Ouais. D'accord, et j'ai une petite question bonus. Comme vous avez pu le dire, vous faites des déplacements à l'étranger. Comment se passe du coup le côté nutritionnel à l'étranger? Est-ce que ça va être le coach sportif qui va prendre la main dessus ou ça va être un organisme ou une autre personne ou vous-même? Comment ça se Alors passe? c'est vrai que quand on est dans un club comme le Montpellier Handball, on est bien logé. On est bien logé, on est dans des bons hôtels et tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le médecin Oui. du club le médecin du club qui appelle souvent les restaurants et leur dire voilà ce qu'on mange généralement avant un match ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que des fois c'est bien quand il oublie d'appeler, comme ça on a des plats assez pas mal, surtout que moi quand tu vas dans différents pays et tout, tu as différentes cultures, tu as des bons plats différents. Mais après, c'est vrai que le lendemain, tu le sens différemment. Donc, donc ouais, comme j'ai dit, je fais quand même attention, mais aussi des fois, je peux me permettre de faire des petits excès pour me faire plaisir, quoi. Bien sûr. Ben, merci à toi, Melvin, d'avoir répondu à toutes nos questions. Du Plaisir. coup, dans le chat, avez-vous des questions pour Melvin? Donc, si vous pouvez commencer à poser vos questions. Et Galdric, mon collègue, les Ouais, lira je et vais. demandera à Galdric. Donc, on a une première question là, je vois. Avez-vous des exemples de plats en fonction des pays? Justement, cet hiver, j'étais championnat du monde, c'était en Égypte. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de plats orientaux. Donc, ouais, des fois, ça nous arrivait de manger des couscous, des plats typiques là-bas, les desserts surtout, les gâteaux au miel, tout ça. Enfin, des fois, et même si les médecins ils disaient non, non, faut pas, ils en mettaient un peu. Et nous, comme on est gourmands, on pouvait se permettre de ça, mais tout en faisant attention, bien sûr. Mm. Ok. On a une autre question. Quel est votre plat préféré? Euh, ouais, mais là, on est sur une Équilibré ou nutrition. pas, du coup? La diététicienne Ben, a coupé le micro, elle ne peut pas vous dire, elle va pas vous faire de remarques. non, c'est vrai que moi, je suis d'origine de La Réunion, de l'île de La Réunion. Donc, pour moi, ça restera ouais, le rougail saucisse. Ouais, moi, même si j'aime énormément la nourriture, j'aime beaucoup de plats, mais celui-là, ouais, c'est toujours, ça me rappelle mes origines quand je en mange. Donc, de temps en temps. Alors, une autre question. Quel est le repas type avant un match? Alors, avant un match, généralement, je fais assez équilibré. Ouais, je mange des féculents, donc que ce soit du riz ou des pâtes. Des légumes, bien sûr, un peu de légumes. Mhm. Et après, justement, j'ai niveau viande ou poisson, mais j'ai commencé un peu à ralentir un peu la viande rouge et plus aller sur voilà, de la viande blanche, du poulet ou du poisson. Mais surtout, ouais, la viande blanche, ouais. Ok, super, merci. Une nouvelle question. Qu'est-ce que vous prenez en collation avant match? Il faut bien que je réponde parce que la diététicienne, elle me regarde avec des yeux, genre, fais attention. Attention. C'est quoi déjà la question? Alors, la collation d'avant-match, qu'est-ce que vous prenez? À collation, bah,
souvent, je fais un peu comme un petit déjeuner. Je prends toast, jambon ou des tartines beurre miel, un peu comme je prends le matin en fait. Avec, D'accord. ouais. Ok. Généralement, comme je mange beaucoup le midi, pas très faim, je grignote un petit peu. D'accord, ok. Des aliments qui vous ont rendu mal pendant un match, est-ce que c'est déjà arrivé? Alors ouais, c'est arrivé une fois. Euh, je suis parti au restaurant le midi d'un match et j'ai pris un tartare, donc viande crue, un tartare de bœuf. Et ouais, j'étais pas malade, mais j'étais bizarre. Ouais. Ensuite, on a une autre question. Prends-tu des compléments alimentaires? Non. Après, je prends quand même ouais, je suis en collaboration avec une marque qui s'appelle Fitline. Et je sais pas si vous connaissez. Et ouais, c'est un truc que je prends le matin ou la récupération ou pour la récupération et pendant les matchs, voilà, c'est un peu des vitamines, c'est tout à base de produits naturels en tout cas. Ok, Mais je prends pas super. de trucs chimiques, machin, j'ai jamais pris de trucs comme ça m'a jamais attiré. Ok, ok. Et on a une dernière question. Connais-tu ton besoin en protéines? Alors, oui, bah, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que j'ai une morphologie où je suis pas très épais. Donc, quand tu arrives dans le milieu professionnel, bah, tu commences à prendre des bons coups et tu te fais secouer. C'est vrai que j'ai réfléchi et je me dis, ouais, c'est vrai qu'il faut que je prenne du poids, mais de la meilleure des façons. Mais tout ça, voilà, je le fais vraiment avec les produits, la protéine naturelle, protéine végétale, tout ça, enfin, avec les conseils, bah, là, avec de pas mal de spécialistes ou avec ma mère où on s'intéresse un peu. Hmm. Voilà, donc j'essaie de ça. Mais après, c'est vrai que je me suis rendu compte que plus tu prends de l'âge, plus tu grossis. Et là, je suis arrivé à une phase où ouais, je commence à prendre du bidou sans rien faire. Donc là, ouais, là, je commence à prendre un peu depuis 2 ans. Donc tant mieux. Après, je le transforme plutôt bien avec la préparation physique. Mais ouais, il a fallu ouais, que je vois comment ça se passe pour prendre un peu de la masse musculaire pour pouvoir me protéger physiquement en tout cas. Ok. Et là, je vois qu'on a encore une question. Des idées reçues sur l'alimentation dans ton sport. C'est-à-dire des idées reçues. Alors, est-ce que je ne comprends pas la question non plus. Est-ce que vous pouvez C'est reçu comme les protéines font grossir ou les féculents le soir font grossir des brais ou des fois cidés. voilà, des fausses idées Ah, pour moi, Dans personnellement, le sport. dans le sport que vous pratiquez? non, mais après, comme je dis, ça dépend de l'individu, ça dépend de la morphologie. Il y en a qui vont manger peu et qui vont prendre énormément. Il y en a qui vont manger beaucoup et qui vont pas du tout prendre ou qui vont se sentir bien. Ça dépend comment tu te sens. Et c'est vrai que je pense que quand tu as déjà commencé un régime particulier ou normal, le moment où tu changes tout complètement, ben, c'est là où tu sens la différence. Et des fois, tu peux pas te sentir bien parce que dans ta tête, ben, il y a aussi le côté psychologique qui fonctionne. Donc peut-être de le changer petit à petit si vous avez quelque chose à changer. Hmm. Et voilà, moi, je dirais pas si c'est vrai ou faux. C'est des avis personnels. C'est comment tu te ressens, toi, dans ton corps, comment tu te Ouais. sens. Et c'est vrai que voilà, quand j'écoute des conseils, par exemple, j'ai regardé des émissions, il y avait un truc sur Netflix qui est passé en mode, ouais, il faut arrêter de manger des viandes, il faut être végétarien. Il y en Ouais. a, ils vont te dire, ouais, il faut être végétarien, machin, je suis plus fort, machin. Voilà, j'ai essayé, ouais. Moi, au bout d'un moment, là, je suis un carnivore, hein, la viande, ça me manquait un peu. Mais voilà, enfin, c'est à tester et à voir comment tu te sens après quand tu as fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis différents. Il Ouais. faut savoir faire sa propre opinion en prenant tout ce qu'il y a autour de toi, quoi. On est d'accord. Alors là, on enchaîne sur les deux dernières questions. Après, on va passer donc à Manon Clavier. Alors, as-tu des consignes pour l'hydratation avant, pendant et après un match ou un entraînement? Ah bah, ça par contre, ouais, il faut pas en abuser, il faut boire, il faut s'hydrater énormément, hein.
Enfin, ouais, que ça soit avant, pendant, après, ouais, c'est important. C'est important pour avant un match, c'est important pour se sentir bien et c'est surtout important pour la récupération. Parce que je crois, ouais, tu uses beaucoup d'acide lactique. Donc, c'est important de bien s'hydrater après. Et toi, à peu près en moyenne, tu as combien par jour lors des entraînements, par exemple, une journée où il y a un entraînement, tu bois combien de litres d'eau par jour? Ouais, ça dépend. C'est vrai que nous, on s'entraîne surtout le matin. Donc, quand je me lève, je bois un jus de fruits ou un verre d'eau. Et après, pendant l'entraînement, ouais, je fais une bouteille et demie pendant l'entraînement. Et après, après, c'est important. Enfin, j'essaie de me forcer un peu. Enfin, voilà, dès que j'ai la bouteille à côté, j'essaie de boire un peu de temps en temps, quoi. D'accord. Et la dernière question, penses-tu que certaines de tes envies alimentaires soient le reflet d'un besoin en macronutriments de ton corps lorsqu'il lui en manque, lorsqu'il lui est en manque? Tu peux Euh, répéter? ouais. Euh, Et moi, alors, je suis pas diététicien, nutritionniste, ouais, hein. ouais. Il y a des mots. Ouh. Alors, penses-tu que certaines de tes envies alimentaires soient le reflet d'un besoin en macronutriments de ton corps? En gros, là, par exemple, on a abordé les protéines. Est-ce que tu sens que, par exemple, tu dois manger beaucoup de protéines? Est-ce que dans la journée, tu vas augmenter ta prise alimentaire de viande, par exemple, ou voilà. Non, non, enfin, moi, je fais en fonction de ma faim. Enfin, je vais pas abuser. Si j'ai plus faim, je vais pas me forcer ou quoi que ce soit. Enfin, moi, c'est du moment où je me sens bien après un repas. Je vais pas chercher à me gaver ou quoi que ce soit. Sinon, je vais pas me sentir bien. Pour le moment, voilà, depuis le début, je fonctionne comme ça et je me sens bien physiquement et pendant les entraînements et les matchs. Donc, j'en ai pas eu le besoin de faire ça, en tout cas. D'accord. Donc, merci Melvin Merci pour ces Melvin. propos. Et nous allons Plaisir. poursuivre avec notre diététicienne nutritionniste, du coup Manon Clavier. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Manon. Bonsoir. Alors, quels sont les thèmes que vous allez aborder ce soir au public? Alors, moi, je vais essayer de vous parler des grands principes de la nutrition, hein, même si c'est assez difficile de le résumer en 15-20 minutes. Je vais vous expliquer un petit peu comment manger équilibré pour être en bonne santé, parler des différentes familles alimentaires et aussi des conditions de la prise alimentaire, hein, qui sont très, très importantes. Il faut savoir que pour beaucoup de personnes, manger équilibré, c'est un petit peu l'équivalent de se priver des bonnes choses. Mais il faut savoir que c'est le contraire. Manger équilibré, c'est un petit peu l'harmonie entre nos besoins, nos goûts, mais également les multitudes de saveurs, hein, qui peut exister, hein, de manière à satisfaire notre organisme, nos sens. Et je pense que c'est important de retenir cette notion. Donc Manon, j'ai une question pour toi. On entend beaucoup parler de la tendance healthy sur les réseaux sociaux, mais réellement, qu'est-ce que c'est? Alors oui, healthy, la tendance healthy, ça veut un petit peu tout et rien dire. Déjà, il faut s'enlever de la tête que c'est uniquement manger des salades sans sauce. Healthy, ça ne signifie pas maigrir, ni faire de régime, mais plutôt, on va dire, manger sainement, selon moi. Pour moi, manger sainement, du coup, ce serait un petit peu adapter donc, nos apports à nos dépenses, hein. On l'a vu, hein, c'est un petit peu, donc, un sportif va dépenser énormément, eh bien, va falloir qu'il puisse répondre à ses besoins. Et donc, pour moi, ça, c'est manger sainement, hein. C'est respecter vraiment la balance apport et dépenses. C'est également manger sans excès, plutôt du fait maison, des produits locaux, hein, de circuits courts. C'est aussi manger de saison. Dans un premier temps, pour la planète. Et surtout, il faut savoir que ce n'est pas pour rien que l'hiver, on peut retrouver donc nombreuses sortes d'agrumes, type citron, pamplemousse, orange, etc., qui vont être riches en vitamine C et qui vont nous permettre en fait de lutter contre les petits désagréments type rhume causés par cette saison, d'accord, qui est l'hiver. Ensuite, c'est pareil, l'été, on retrouve un petit peu le même phénomène avec la présence de fruits rouges. C'est la saison des fruits rouges et les fruits rouges ont pour propriété, comment dire,
En fait, de faciliter la circulation donc, du sang, ce qui peut poser problème, notamment l'été, avec la chaleur. Ensuite, manger healthy, c'est également donc, limiter les produits industriels qui vont être riches en sucre, en gras. C'est porter une attention particulière aussi aux acides gras saturés qui peuvent apporter aussi du cholestérol, aux acides gras trans que l'on va majoritairement retrouver dans les produits industriels type viennoiserie, voilà, tous ces types de produits. C'est aussi varier les sources en matière grasse. C'est très important et aussi d'orienter ses choix vers des matières grasses plutôt végétales qui vont avoir un rôle protecteur pour le cœur. C'est varier les huiles, donc consommer de temps en temps de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de lin, de l'huile de noix. Chaque huile va avoir ses propres petits nutriments qui vont chacun avoir un effet positif sur la santé. Parfait. Oui? Ah non. L'huile de coco, alors je vois en commentaire, donc je rebondis. Attention, l'huile de coco ou l'huile de copra, c'est un petit peu particulier parce que c'est une huile qui est composée, donc contrairement aux autres matières grasses végétales, d'acides gras saturés, un petit peu comme le beurre. Donc exactement, il ne faut pas en abuser, comme le beurre. Ensuite, juste pour rebondir toujours dans la tendance healthy, je pense que vous en avez déjà entendu parler, on prône les aliments complets, les céréales complètes, le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet. C'est très important. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est beaucoup plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Toutefois, je préfère mettre un petit point sur cette consommation dans le sens où orienter vos choix pour les aliments complets vers des produits bio. Je vous explique. En fait, donc, en général, dans les pâtes complètes, on conserve, enfin, elles sont réalisées à partir donc, du grain de blé entier dans lequel on a gardé en fait l'enveloppe, le son. C'est cette enveloppe qui est riche en fibres, en vitamines et en minéraux, mais elle est aussi très riche en pesticides. D'accord? Donc, orientez vos choix plutôt vers du bio pour les aliments complets. Okay, le bio, donc je le rappelle, c'est on cultive des aliments donc, sans pesticides ou alors avec une teneur très minime qui est réglementée par l'Union européenne. Ensuite, je crois que je ne l'ai pas dit aussi, manger équilibré, enfin manger healthy, c'est utiliser aussi des modes de cuisson légers, type vapeur, four. Là, le but, ça va être vraiment de préserver la qualité nutritionnelle des aliments. Donc, encore une fois, très important. Là, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est recommandations, mais je vous conseille donc, on recommande de manger donc 2 fois par semaine du poisson, dont un gras, comme la sardine, le maquereau, le saumon. Je vous conseille également d'utiliser donc plutôt des épices, des herbes aromatiques pour varier les saveurs de vos plats et surtout limiter l'utilisation du sel qui est un fléau. Nous, Français, on consomme énormément de sel, le double des recommandations en moyenne et le sel en excès peut entraîner l'apparition d'hypertension artérielle. Donc, attention à ça. Et enfin, manger sainement, pour moi, c'est manger plutôt varié et diversifié. Parfait. Du coup, nous allons rebondir sur quelle est la différence entre manger varié et diversifié. Devons-nous faire les deux? Alors, très bonne question. Manger varié, c'est consommer chacune des familles alimentaires. Donc, les familles alimentaires, c'est les boissons, les produits céréaliers, les fruits, les légumes, les protéines. Donc, on a les protéines animales, les protéines végétales, les matières grasses, les produits sucrés. Ce qu'il faut savoir, donc, je vais revenir peut-être un petit peu sur le détail donc, des familles alimentaires. Donc, dans la famille des boissons, la seule boisson que l'on peut boire à volonté, je pense que vous le savez, c'est l'eau. Qui est indispensable. Ensuite, donc, pour les produits céréaliers, il faudrait les consommer donc, à chaque repas, plutôt les féculents. La famille des féculents, il faudrait en consommer donc, à chaque repas. Ils nous apportent des sucres lents donc, qui vont être nécessaires pour une distribution de l'énergie sur le long terme. On a donc les fruits et légumes également, donc eux qui sont très réputés pour leur teneur en fibres, donc qui vont être indispensables pour le transit, mais également leur teneur en vitamines, en minéraux. C'est 5 portions de fruits et légumes par jour. Alors,
j'aimerais un petit peu préciser ces 5 portions parce que je sais que c'est un petit peu flou encore. 5 portions, ça veut dire que ça peut être donc 3 portions de fruits dans la journée et 2 portions de légumes, d'accord? Donc ça va être une pomme le matin, par exemple, avec son petit déjeuner. Ça va être une assiette de haricots verts, donc avec, par exemple, du poulet. Les haricots vont être ma deuxième portion de fruits et légumes. En dessert, je vais prendre une compote, par exemple, sans sucre ajouté, où là, ça sera ma deuxième portion de fruits. Donc là, j'en suis à 3 en tout. Et puis, au dîner, là, par exemple, je vais consommer, je ne sais pas, un gratin de courgettes. Je vais avoir ma deuxième portion de légumes de la journée et terminer par une orange. Et là, ça sera ma troisième portion de fruits et en tout mes 5 portions de fruits et légumes. Donc, c'est très important hein, de bien savoir ça et pas de se dire 5 portions de fruits et légumes, c'est 5 fruits plus 5 légumes. Non, c'est impossible. D'accord? Ensuite, on a les produits laitiers. Donc là, pour un adulte bien portant, on est à peu près à 2 produits laitiers. Un produit laitier, c'est un yaourt, par exemple, un yaourt standard, donc 125 grammes. C'est une portion de fromage, entre 30 et 40 grammes. C'est 250 millilitres de lait, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est réellement une portion. Et donc par jour, pour un adulte bien portant, il en faut 2. Ça variera hein, pour la personne âgée, l'enfant, l'adolescent. Pour ce qui est des protéines, donc tout à l'heure, j'ai parlé donc, de 2 sources, les protéines d'origine donc, animale, tout ce qui est viande, poisson et œufs, où là, c'est 1 à 2 fois par jour, d'accord. Et on a les protéines donc, végétales, avec parmi elles les légumineuses qui sont les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les fèves, etc., les haricots blancs. Et parmi aussi les protéines végétales, en plus des légumineuses, on retrouve le soja. Ensuite, je vous ai parlé donc, des matières grasses et des produits sucrés. Donc, ces 2 familles-là sont un petit peu à limiter. Les matières grasses, donc, comme je l'ai dit précédemment, dans le cadre de manger équilibré et sainement, les matières grasses, donc plutôt orienter ses choix vers des matières grasses d'origine végétale et encore une fois, les varier. Okay. Et pour les produits sucrés, donc parmi eux, on retrouve donc les bonbons, la confiture, le miel, le chocolat, etc. Donc, ils nous apportent des sucres rapides. Ces sucres rapides peuvent être intéressants hein, sur le court terme, mais voilà, il ne faut pas en abuser parce que ça crée des augmentations de sucre dans le sang qui sont un petit peu trop importantes. Puis après, une diminution hein, pour rétablir cet équilibre et qui peut entraîner une grosse fatigue et une envie de grignoter pour se redonner de l'énergie. Donc, à limiter. Donc ça, c'était pour varier. Donc c'est vraiment puiser, en fait. Varier, c'est utiliser en fait chacune de ces familles alimentaires. Et on a diversifié. Diversifier, là, c'est puiser en fait au sein de chacune de ces familles alimentaires. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je prends la famille donc, des féculents avec les produits céréaliers, eh bien, c'est un jour consommer du quinoa, un jour consommer du boulgour, un jour consommer de la semoule, du riz, de l'épeautre, des pommes de terre. Après, pour les légumes, c'est pareil, c'est diversifié, c'est un soir consommer donc des courgettes, un soir consommer du fenouil, des carottes, etc. Voilà pour ce qui était de manger varié et diversifié. Merci Manon. Et du coup, j'ai une autre notion qui nous semble importante. Donc, quelles sont les conditions de la prise alimentaire? Qu'en pensez-vous? Alors oui, la prise alimentaire, très très important, effectivement. Pour moi, le repas doit être pris dans le calme, loin des écrans qui sont un fléau, hein, loin de l'ordinateur, loin de la télé, loin du téléphone. Il faut prendre le temps de bien mâcher. Hein. La digestion débute vraiment dans la bouche. Il faudrait prendre au minimum 20 minutes. Il faut bien mastiquer, ce qui va permettre donc, de développer les saveurs. Ça va permettre aussi donc, de déguster les aliments, hein, de se faire plaisir aussi avec des quantités modestes. Je vais rebondir sur les quantités modestes, effectivement. Hein. Prendre le temps de bien manger, ça va... toute la partie haute, faut savoir que toute la partie haute de notre tube digestif, pardon, donc la bouche, l'œsophage, l'estomac, possèdent des capteurs. Ces petits capteurs, eux, vont informer le cerveau du contenu des repas. Et du coup, lorsque l'on prend le temps à table, le cerveau peut comptabiliser l'apport calorique et du coup lancer un signal de rassasiement. Et ce signal permet d'arrêter de manger.
Donc, prenez réellement le temps de bien mâcher, poser. Je pense que vous avez déjà entendu, hein, c'est une petite astuce que donnent les diététiciens, diététiciennes, nutritionnistes. Posez votre fourchette entre chaque bouchée. Si vous mangez en famille, regardez où est-ce que vous en êtes par rapport au reste de votre famille. Si vous avez fini en premier, c'est que vous mangez trop vite. Prenez vraiment le temps de déguster et de profiter du moment. Super. Donc, pour conclure sur ce thème, que pouvez-vous nous dire en quelques mots pour les lecteurs qui nous regardent? Alors, pour moi, l'alimentation, elle passe vraiment par le plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. C'est l'apprivoisement un petit peu donc, des aliments. C'est manger donc varié, diversifié. C'est important d'apprécier le moment, de manger en pleine conscience, loin de la restriction et de la frustration. Voilà, Super, merci beaucoup Manon. avec plaisir. Alors, nous allons passer aux quelques questions qu'il y a des internautes. Aujourd'hui, si vous en avez, vous pouvez commencer à la poser. J'ai vu qu'il y en avait déjà. Alors, quelle quantité de légumes crus et cuits doit-on consommer par jour environ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir au moins une crudité à chaque repas. Une crudité, c'est un fruit ou un légume qui est cru, d'accord? Donc, par exemple, si le midi, vous avez donc une assiette de haricots verts avec le poulet, vos haricots sont cuits, d'accord? Et votre fruit est cru en dessert si vous mettez, par exemple, une pomme. Vous pouvez aussi très bien faire l'inverse, c'est-à-dire avoir une salade, donc avec des légumes crus, et en dessert une compote, qui est un légume cuit. Donc on parle de cuidité. Donc déjà, ça c'est important de toujours avoir une crudité et une cuidité. Ensuite, en termes de portions, ça va dépendre vraiment de ce que vous consommez. On est peut-être aux alentours, comme ça, grosso modo, de 400, 450 grammes de légumes. On peut aller jusqu'à 500. Et en termes de fruits, on peut être entre 300 et 400 grammes de fruits par jour. D'accord. Super. Alors, prochaine question. Voilà. La cuisson réduit-elle en partie la toxicité des pesticides présents dans un féculent complet? Exemple, pâte complète non bio. Alors, j'ai jamais lu d'études réellement qui montraient que la cuisson allait réduire la teneur en pesticides. Alors oui, je pense quand même qu'une partie des pesticides part dans l'eau. À mon avis, il y en a une partie qui doit être hydrosoluble et donc se fondre, partir avec l'eau de cuisson, parce qu'on la consomme pas quand on cuit des pâtes. Donc effectivement, alors oui, je pense qu'une petite partie disparaît. Après, vraiment, la différence de prix entre les pâtes complètes et les pâtes bio n'est pas énorme. Ça se joue, je crois, à 10 centimes maximum. Donc, c'est vraiment, je vous conseille de consommer du bio pour les aliments complets. OK. Alors, pourquoi conseille-t-on désormais de consommer plutôt 2 portions de produits laitiers au lieu de 3 anciennement, alors que les besoins en calcium recommandés ne peuvent pas être atteints avec seulement 2 portions? Alors, déjà, les besoins en calcium ne sont pas atteints avec 2 portions de produits laitiers. Il y a d'autres aliments qui apportent du calcium déjà, donc pour commencer, et qui viendront compléter cet apport des produits laitiers. Ensuite, effectivement, on a réduit la consommation donc, des produits laitiers. Pourquoi? Moi, je pense. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Peut-être, je ne sais pas, l'augmentation des personnes souffrant de cholestérol. Les produits laitiers apportent un petit peu de cholestérol. Donc, on a peut-être cherché à limiter cet apport et donc le présenter dans les recos pour que ce soit un petit peu universel. Ensuite, national plutôt. Ensuite, pourquoi ça a été réduit? Voilà, pour moi, c'est une des raisons. Si vous avez une idée, Non, voilà. franchement, Ouais. non. Pour moi, c'est vraiment une des raisons, l'augmentation des personnes qui ont du cholestérol Ah d'accord, OK. en France. Question suivante. Que penses-tu de la chrononutrition? Alors, pourquoi pas? Après, moi, je sais que je suis plus sur écouter sa faim, manger lorsqu'on a envie, toujours conserver 3 ou 2 repas par jour,
en fonction donc, du régime alimentaire qu'on suit. Après, pourquoi pas? Si ça fonctionne pour certaines personnes, pourquoi pas? Je ne suis pas contre, mais je suis plus pour écouter ses sensations, ses émotions et manger en pleine conscience, écouter sa faim. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que la chrononutrition? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas dans le live. La chrononutrition, un petit peu comme son nom l'indique, c'est manger à peu près toujours aux mêmes horaires. Voilà. En Ok, laissant des espaces en fait, entre les apports alimentaires réguliers. d'accord. Alors, ensuite, que pensez-vous du lait de vache qui est assez controversé, acidifiant pour l'organisme? Alors, bon, on ne va pas rentrer dans un débat peut-être ici sur les produits laitiers. Moi, je ne suis pas contre les produits laitiers en tout cas. Voilà. D'accord. Mm. Ensuite, 400 grammes, quand vous avez évoqué tout à l'heure 400 grammes de légumes, on demande si c'est pesé cru ou cuit. Alors, encore une fois, moi, les légumes, je les pèse toujours, cru-cuit, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'importance à ça. Voilà. D'accord. Ouais, cru ou cuit, c'est similaire. Par contre, pour les féculents, là, oui, effectivement, ça va être assez important. 40 grammes de riz cru n'est pas l'équivalent de 40 grammes de riz cuit. Voilà. Voilà, ouais. Voilà. Quel est votre avis sur les œufs par rapport au cholestérol? Alors, les œufs, effectivement, hein, dans le jaune d'œuf, majoritairement, il y a pas mal même que dans le jaune d'œuf, il y a du cholestérol. Oui, je suis d'avis, je ne comprends pas trop la question, mais oui, je suis d'avis à ce qu'il y ait du cholestérol dans le jaune d'œuf. Oui. Et après, voilà, quand une personne a du cholestérol, déjà, les recommandations en termes en consommation pour les œufs sont de 6 œufs maximum par semaine. Donc ça, justement, c'est en prévention de cette apparition de cholestérol, encore une fois. Oui, c'était surtout, je pense, sur la quantité par rapport au cholestérol de manger pendant la semaine. Alors, pour lutter contre la Covid, quelle cuisson recommander? Oula, vapeur, mais pas que pour la Covid, pour toutes les pathologies ou autres. Non, vraiment, cuisson vapeur, c'est la meilleure des cuissons. Après, au four, je ne sais pas, le poisson papillote, etc. C'est très bien aussi. L'eau, pourquoi à l'eau? Je ne suis pas forcément fan parce qu'en fait, tout ce qui est vitamines et minéraux, il y en a beaucoup qui sont hydrosolubles et qui partent avec l'eau de cuisson. Et la plupart du temps, sauf lorsqu'on fait une soupe ou un pot-au-feu, on jette l'eau de cuisson. Et donc, on perd la moitié des vitamines et des minéraux. Donc, attention, favorisez la cuisson vapeur si vous avez un appareil ou la cuisson au four. Ok. Question suivante. Les produits complets égale facteur antinutriments. Que faire? Attention, ouais, c'est facteur antinutritionnel. Alors, attention à ça. Il n'y a pas encore énormément d'études qui ont montré effectivement que les produits complets avaient une quantité de facteurs antinutritionnels qui était suffisante pour avoir un impact en fait sur notre corps et notre absorption. Donc attention à ça. Et j'en profite pour vous dire attention aux vidéos qui peuvent circuler sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ayez un esprit critique, prenez du recul et pour être sûr, faites vos propres recherches. D'accord? Toujours regarder dans les vidéos, comme vous avez dit, toujours regarder les sources, d'où viennent les vidéos. Et surtout si c'est quelqu'un de pro ou autre, très important. Ensuite, on entend aussi que nous ne sommes pas faits pour boire du lait de vache. Pas les mêmes besoins que le veau, entre parenthèses. Alors effectivement, le lait de vache, peut-être que nous ne sommes pas faits pour boire le lait de vache lorsqu'il vient d'être récupéré de la vache. Après, le lait subit énormément de traitements, d'une stérilisation, etc. Et il devient apte à la consommation humaine. Il a énormément de bienfaits. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas contre les produits laitiers. Après, attention, effectivement, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on perd une enzyme qui s'appelle la lactase. Et donc, le lait devient pour nous un petit peu plus difficile à digérer parce que la lactase permet de dégrader le lactose, donc qui est présent dans le lait.
Donc effectivement, pour le lait, ça devient un petit peu compliqué pour certaines personnes à partir de 25-30 ans. Après, il y a des personnes qui gardent cette lactase à vie, des personnes de 80 ans qui peuvent boire du lait sans souci, et d'autres qui, dès 20 ans, 25 ans, perdent cette lactase et ne peuvent plus en consommer. Après, sachez que dans tout ce qui est yaourt et fromage, il y a des bactéries qui vont prédigérer ce lactose, et donc ce sera beaucoup plus simple pour nous de l'absorber, comment dire, de consommer des produits laitiers. Ouais. Alors, nous avons 2 dernières questions et après on va continuer dans ce live. Peut-on consommer que des crudités si on préfère aux cuidités? Alors, peut-on consommer que des crudités si l'on préfère aux cuidités? Oui, moi j'y vois aucun inconvénient. Ouais, j'y vois aucun inconvénient. D'accord. Donc là, on a une question, mais je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Je croyais que l'augmentation du cholestérol sanguin à cause de la consommation d'œufs avait été démentie. Oui, j'ai déjà eu oui dire de ces études. J'en suis pas convaincue. En attendant, à l'heure actuelle, on conseille toujours de limiter sa consommation en œufs, disons de ne pas dépasser un seuil pour prévenir justement du cholestérol. Et nous avons une dernière question. Dans le cadre de repas cuisinés en avance pour le midi au bureau, est-ce un problème de manger plusieurs fois le même repas, même si celui-ci est équilibré? Aucun souci pour moi. On ne sera pas forcément dans le manger de façon donc diversifiée, mais ça ne me pose pas de souci si ça reste équilibré. Aucun problème. Après, attention à ne pas vous enlacer. C'est le seul petit point sur lequel ça peut bloquer. Et bon, on a encore une dernière question. Est-ce que le régime végétarien est bon pour la santé? Le régime végétarien, pourquoi pas, oui. Alors je dirais pas qu'il est meilleur qu'un autre régime, dans le sens où la personne qui va manger de la viande, etc., sera un petit peu lésée par rapport à un régime végétarien. Non. Après, c'est un choix, et en tout cas, il n'est pas mauvais pour la santé du tout. D'accord. Bon, on a encore une dernière question, après vraiment on arrête. Consommer plus de fruits à coque que les 30 grammes recommandés par jour peut-il avoir un impact négatif sur la santé? Alors, alors déjà, fruits à coque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est graines oléagineuses, donc amandes, noix, noisettes, cajou, etc. Consommer plus de ces 30 grammes, le petit souci de ces graines, de ces fruits à coque, c'est qu'ils sont très riches en matières grasses, d'accord, donc très riches en lipides. Dans l'immédiat, lorsqu'on consomme plus de 30 grammes, ils vont avoir tendance à nous caler, et donc peut-être perturber la prise alimentaire qui arrive juste après, et donc léser un petit peu en apport nutritionnel. Okay. Après, dans l'immédiat, ça peut peut-être entraîner une prise de poids si c'est en excès, effectivement, comme tout produit gras, on va dire. Mais ce ne sera pas comme si vous consommez trop de charcuterie ou trop de viande rouge. Voilà. Il n'y a pas encore d'études qui ont montré que ça pouvait favoriser l'apparition d'un cancer. Okay. Mais respectez quand même les recos. Je sais qu'avec les fruits à coque, c'est difficile. Et surtout les fruits à coque sans sel ajouté. D'accord. Bon, voilà pour les questions. Alors, merci Manon d'avoir intervenu dans cette conférence. Avec plaisir. Nous allons passer maintenant pour finir le thème de cette soirée. Je ne sais pas si Pauline Bazot est ici. Oui, qui est elle présente. est là. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes la marraine du salon. Alors, on aimerait que vous nous expliquiez l'importance des 3 domaines. Alors, bonsoir à tous. Alors, déjà, j'aurais une petite question à vous poser, donc à tous les lecteurs. Est-ce que déjà vous faites du développement personnel, ou est-ce que vous en avez déjà fait, ou est-ce que vous ne connaissez pas du tout? Alors, le développement personnel, je vais en même temps avoir vos réponses sur le côté. Donc, le développement personnel, pour moi, c'est vraiment la connaissance de soi. C'est apprendre à gérer ses émotions, prendre du recul sur certaines situations, arriver à prendre des décisions. Grosso modo, c'est améliorer son quotidien. Souvent, on a entendu dire, et ça c'est un petit peu nos parents et nos grands-parents anciennement, qui avaient pour habitude de dire on est né comme ça, on a une personnalité, point barre. Aujourd'hui,
On a la chance que le développement personnel sur les réseaux est en train de prendre une grosse ampleur et ça ouvre l'esprit sur le fait qu'aujourd'hui, si on a un défaut ou une qualité, on peut arriver à y travailler dessus. Par exemple, si on est jaloux maladif, ben aujourd'hui, on peut le travailler avec des outils et notamment grâce au développement personnel. Donc, dans les messages, là, je vois que c'est un peu… Il y en a qui n'ont jamais fait et il y en a qui l'ont fait déjà. Oui, j'adore. Ok, top. Alors, est-ce que vous pouvez… Donc, vous pouvez nous évoquer l'importance de ces 3 domaines, donc nutrition, sport et développement personnel. Alors, la nutrition, pour moi, donc c'est vraiment un accélérateur de réussite de faire les 3. L'un ne va pas sans l'autre concrètement quand on a un objectif, soit perte de poids, prise de masse, etc. C'est très important d'utiliser les 3. On sait que le sport, souvent on l'entend, c'est 30%, la nutrition, c'est 70%. C'est vrai, la nutrition, si vous ne faites pas attention, et je pense que Fernando reviendra, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Cependant, le développement personnel à côté, ça sera, pour moi, c'est 100%. Comment voulez-vous atteindre un objectif si à côté, votre métier ne vous plaît pas, si à côté, vous avez des problèmes de couple, si voilà, vous avez trop de soucis, le problème, c'est qu'on va tout le temps passer. Au final, on pourra bien manger, faire du sport, on n'aura aucun résultat. Donc, pour moi, c'est hyper important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer ces problèmes. Sinon, derrière, on va les grignoter, les séances, on ne les fera pas bien parce qu'on sera ailleurs. Voilà. Donc, pour moi, c'est important de combiner les 3 lorsqu'on entame un objectif ou pas, hein, ou sans objectif. Ok. Je vais juste vous demander de rapprocher un tout petit peu du micro pour qu'on vous entende mieux parce qu'il y a des fois où on entend un petit peu moins bien. Okay. Quand vous intervenez, s'il vous plaît. Alors, juste par où commencer? Lorsqu'on veut trouver un équilibre. Alors, lorsqu'on veut commencer, ce qui va être important, c'est de commencer en douceur. Souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite parce que ça y est, c'est lundi, on s'est réveillé, on a eu une petite prise de conscience. Faites très attention à ça parce que souvent, ça va durer une semaine. Je pense que le mot procrastiner doit parler à beaucoup de personnes. On est très fort pour ça, les Français. Donc, c'est important de commencer en douceur. Le sport, moi, ce que je conseille, c'est de faire entre 3 et 4 fois par semaine. Lentement, surtout que si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, les courbatures, de toute façon, elles vous parleront, elles vous diront de stopper un petit peu. Donc, faites bien attention à ça. Reprenez en douceur. Alors, l'idéal, c'est de faire un petit peu attention à ce qu'on peut trouver sur les réseaux par rapport aux vidéos. Parce que souvent, on manque d'échauffement. Donc, voilà, essayez d'aller dans des salles, de voir avec des coachs. Les pros, ouais, c'est pas pour rien qu'on est formé. Donc, voilà. Au niveau de l'alimentation, commencez tout simplement par un rééquilibrage alimentaire. Encore une fois, faites attention à ce qu'on trouve sur les réseaux. Manon me rejoindra sur ça. Voilà, l'idéal, c'est encore une fois de faire appel à un professionnel pour avoir des bonnes bases. Parce que souvent, on pense bien faire alors qu'on ne fait pas bien du tout. Au niveau du développement personnel, je sais que souvent, on a tendance à avoir un petit peu de mal à passer le cap et à se dire, OK, bon, allez, là, c'est prêt, je vais aller voir un coach. Voilà. Il y a des livres qui existent et qui sont très, très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de podcasts, on a beaucoup de professionnels qui prennent la parole en vidéo. On a beaucoup de phrases affirmatives sur les réseaux. Commencez tout simplement par ça. Voilà, c'est aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Donc, je fais un petit peu de sport, je fais attention à mon alimentation et tout simplement, je vais commencer à lire des livres où je vais essayer de me poser des questions, prendre du recul sur des situations et apprendre à se connaître. Donc, voilà pour mes petits conseils. Alors, Pauline, j'ai une question pour vous. Je mange équilibré, je fais du sport 5 fois par semaine et je n'ai aucun résultat. Alors, dites-nous pourquoi. Alors, ça, c'est vrai que souvent, ça arrive, encore une fois, le développement personnel rentre en jeu. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs, que ce soit sur la morphologie d'une personne. Dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire une prise de sang pour sortir tout ce qui est médical, donc tout ce qui est problème en carence, thyroïde, etc. Au moins, on est sûr que ça ne vient pas de là, parce que c'est vrai que des fois, on peut tout bien faire et malheureusement, on a un souci à côté. Donc, faites une prise de sang. Ensuite, avoir des avis au niveau des pros. Parce qu'encore une fois, on pense bien faire, mais on ne fait pas bien. Au niveau du sport, souvent, on va se dire allez, il faut que je fasse du sport, il faut que j'aille courir. Non, des fois, il va falloir, ça sera plus intéressant d'aller faire des full body, etc. Donc, renseignez-vous bien sur ça. Et au niveau de la nutrition, on fait appel à des professionnels.
Travailler le côté psychique, parce que mine de rien, quand on a du stress, on va faire sortir certaines hormones. Donc là, il y a le cérébral qui va s'activer et ça va concrètement amener à des échecs. Donc souvent, voilà, faites attention à tout ça. Mais le psychique, hein, souvent on le met de côté, on se dit qu'on fait mal les choses, alors que pourtant on fait du sport, on mange bien. Mais voilà, essayez de faire attention à ça. Soyez pas trop exigeant avec vous-même parce que des fois, les objectifs, ils sont beaucoup trop élevés. Des fois, on a des personnes qui veulent perdre, je prends un exemple, 10 kilos en 2 mois. Voilà, soyez réalistes, trouvez des objectifs qui sont concrets, faites appel à des professionnels, parlez-en avec eux et eux déjà vont vous dire voilà, on va commencer tranquillement, mais souvent on est trop exigeant avec soi-même, donc prenez du recul, prenez le temps. L'objectif, c'est le long terme. C'est pas perdre 10 kilos sur 2 mois et au bout de 2 mois, reprendre une alimentation qui était comme avant et au final, on va faire que ça, le yo-yo. L'objectif, c'est même pas 1 an, 2 ans, c'est des années. C'est vraiment bien manger, faire du sport, faire attention à soi, etc. Donc, j'ai une question bonus pour vous, Pauline. Donc, beaucoup d'étudiants nous regardent ce soir. Que pouvez-vous leur dire en période d'examen par rapport au stress, à l'alimentation? Donc, ça joue un rôle énorme et on est en pleine période. Donc, je pense que vous pouvez leur donner quelques conseils par rapport à ça. Ouais, alors surtout actuellement, on manque de social, donc on manque de sortir dans les restaurants, de voir ses amis. Donc ça joue énormément sur le stress, sur avoir tout simplement l'impression de passer à côté de sa vie. Donc ce qui est important, c'est prenez le temps. Respiration, la respiration, c'est la base de tout. C'est important de dire, ok, je dois prendre du recul sur la situation, je prends mon temps et ça va bien se passer. Donc, travaillez votre stress. La méditation aussi, c'est important. Le yoga, le stretching, c'est connu. Le sport, pour ceux qui sont un petit peu plus actifs, ça fait du bien. L'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, je suis en période de stress, je vais avoir des examens qui arrivent. Essayez de vous sortir un petit peu de tout ça. L'objectif, c'est pas de penser du matin au soir. C'est vraiment consacrez-vous du temps. Prenez 1 heure pour vous. Posez vos stylos, vos papiers et allez faire du sport, allez marcher, appelez quelqu'un au téléphone, regardez un film. Voilà, juste essayez de vous détendre et de prendre un moment pour vous. La respiration, apprenez à travailler ça, notamment avec la méditation ou le yoga. Merci beaucoup, Pauline. Donc, pour en conclure, quelques mots du coup sur votre thème de sport et développement personnel en quelques mots. Alors pour moi, le développement personnel, il faut y mettre le nez dedans. Il faut aller se poser des questions. Alors je sais qu'au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a peur du changement, on a peur de ce que ça peut faire sur nous. Mais quand on commence à le faire, et je parle de ma propre expérience, que ça a concrètement totalement changé ma vie, allez voir un petit peu. Juste commencer tout simplement par lire des petits livres, à vous renseigner qu'est-ce que c'est, suivre des personnes. Par rapport au sport, souvent on a tendance à procrastiner. Si ce que je suis en train de dire, ça vous parle, tout simplement, à la fin de ce live, commencez juste à faire un petit changement ou demain. Mais n'attendez pas le lundi parce que souvent on a tendance à dire ok, lundi je commence, je m'y mets. Non, juste demain, levez-vous, buvez un verre d'eau, chose que vous ne faites jamais. Voilà, faites juste des tout petits changements et petit à petit, vous verrez que vous améliorez votre qualité de vie. Merci beaucoup, Pauline. Donc, je vais laisser Galdric regarder pour les questions dans le chat. Ouais. Alors, nous avons une première question. Quelle chaîne YouTube de développement personnel recommandez-vous? Alors, moi, je parle parce que j'ai énormément aimé David Laroche. C'est une personne qui m'a beaucoup aidée. Donc, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. C'est quelqu'un qui reste très simple. Donc, pour les gens qui commencent, David Laroche, je pense que ça va parler à tout le monde, tout ce qu'il dit. On se reconnaît énormément dans ses vidéos. Et vous avez aussi Chloé Bloom, que vous pouvez retrouver, qui fait des podcasts. Pareil, encore une fois, ça reste du simple et du concret. Donc, pour commencer, vraiment, déjà, si vous commencez à regarder ce genre de vidéos, c'est que vous avez enclenché la petite marche pour aller mieux. Alors, ensuite, que recommandez-vous pour des sportifs qui n'arrivent pas à atteindre leurs apports alimentaires journaliers? Alors déjà, première question, est-ce que tu connais tes apports journaliers? Donc, à savoir qu'on est tous différents. Donc, encore une fois, la personne est passée 1m70, 1m60 ou 1m80, elle n'aura pas les mêmes apports journaliers. Donc, déjà, les connaître pour commencer et encore une fois, faire appel à un professionnel parce que, je veux dire, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on va aller piocher un petit peu à droite à gauche, au final, tout sera erroné.
encore une fois, écoutez-vous. Souvent, on a des apports journaliers. Alors moi, je vais un petit peu prôner le fait de s'écouter, de manger à sa faim. Peut-être que des crudités, ça ne sera pas bon pour une personne, ça sera peut-être bon pour une personne. Si on a des problèmes d'estomac, voilà. Faites bien attention à ça. Encore une fois, les professionnels, on parle quand même de sa santé et c'est hyper important de ne pas les toucher un petit peu à droite à gauche. Merci. Combien de temps j'ai l'impression d'en prendre trop personnellement? Alors, il n'y a pas de temps. Alors moi, concrètement, ça fait 2 ans que je suis plongée la tête dedans et j'ai toujours des choses à travailler. Le développement personnel, c'est une vie. Vous allez travailler au début des petites choses qui vont améliorer votre quotidien. Vous allez vraiment vous rapprocher d'une satisfaction personnelle. Concrètement, du vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est vraiment être soi-même, se sentir en phase et se sentir aligné. Et quand vous allez en fait atteindre ce point-là, eh bien, il y aura des nouvelles choses à travailler. Et c'est ça la vie, en fait. C'est prendre les expériences et les utiliser pour apprendre encore. Quand vous rencontrez des gens, et la curiosité d'apprendre d'eux. Donc, honnêtement, il n'y a pas de temps. Il faut être patient avec soi-même, il faut être indulgent, encore une fois, parce que c'est vrai que le développement personnel, quand on commence à y plonger dedans, il y a des moments qui peuvent être compliqués parce qu'on va toucher des petits points, et c'est le but aussi. Mais quand vous aurez compris que c'est une opportunité, vous allez tout gagner. Alors, nouvelle question. Comment avez-vous découvert le développement personnel? Alors, moi, je l'ai découvert parce que j'ai eu affaire à des personnes qui ont essayé de me retourner un petit peu le cerveau. Donc, au début, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de me dire, bon, OK, là, on essaye de me heurter. Je suis arrivée à un stade où, moralement, ça devenait trop important. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, je vais retourner la chose, je vais essayer de voir cas par cas. Et je me suis rendu compte que c'était des personnes qui étaient complètement malheureuses et jalouses un petit peu de ma réussite à l'époque. Et ensuite, à cause d'une rupture. Donc, la rupture, ça m'a vraiment plongée dedans. Et au lieu de me lamenter sur mon sort, je me suis dit, je vais prendre cette rupture comme une opportunité. Et c'est ce qui a fait que je suis complètement rentrée dedans et je le regrette, mais absolument pas. Donc, pour résumer, c'est des facteurs environnementaux. C'est ça. Alors, pour ma part, ça a été des facteurs. Souvent, c'est le déclic qui fait les burn-out, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment les grosses choses importantes quand on arrive à un burn-out où vraiment on se dit, bon, mais là, stop, je ne peux plus, je vais me faire aider. Et après, il y a les personnes qui entendent parler à côté en se disant, ah, ben, dis donc, tu as changé, dis donc, tu es beaucoup plus patient, tu es beaucoup plus calme, et quel moins tu as fait. Et là, en fait, de nous-mêmes, on va se dire, ben, tiens, moi aussi, je veux travailler sur moi. Alors ça, c'est l'ego. L'ego, souvent, quand on est parfait, on n'a pas de problème, c'est l'ego qui parle. Donc ça se travaille encore une fois. Moi, avant, j'avais un ego qui était... je me remettais jamais en question. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Concrètement, je suis une nouvelle personne. Alors, ensuite, comment associer sport, méditation et travail? Alors, déjà, ce qui est important, c'est d'être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, ça va être un petit peu, tiens, là, j'ai 5 minutes, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. C'est important d'avoir des routines. Alors, par exemple, la méditation, essayez le matin ou le soir pour voir ce qui vous convient. Si c'est le matin, mettez-la dans votre routine. Je sais que je me lève le matin, je vais prendre 5 minutes de mon temps, je fais ma méditation. Le sport, c'est pareil. Normalement, essayez, voilà, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi ou le soir, etc. Mais n'essayez pas de vous dire, bon, ben allez, là, je ne fais rien, je vais aller faire du sport, ou peut-être après, je fais une méditation. Parce que honnêtement, ça amène à procrastiner. Et puis là, ben non, je suis sur mon canapé, donc j'ai plus envie. Je le ferai demain. Et puis demain, malheureusement, il y a encore quelque chose qui arrive. Donc voilà, prenez des décisions, organisez-vous. OK, cette semaine, je vais faire ça comme ça. Vous verrez que vous arrivez à tout appliquer. Donc, là, on n'a plus de questions. On va laisser 2 petites minutes pour attendre les questions. Si vous avez des questions pour Manon ou pour Melvin ou pour Pauline. Et on clôturera donc cette séance, cette soirée, première soirée du Salon de la Nutrition. Alors, on va vous laisser 2 petites minutes. En tout cas, on vous remercie, Pauline, Manon et Melvin, d'avoir participé à cette soirée. Alors, on a une petite question. Quelles études avez-vous fait pour être coach sportive? Alors moi, comme c'est une réorientation et j'avais 24 ans, j'ai fait un BPGEPS AGF. Voilà. Donc, sinon, vous avez STAPS, STAPS qui est connu, donc c'est 3 ans. Le BPGEPS, c'est privé, c'est sur 1 an. Donc, la différence des deux, BPGEPS, on a beaucoup plus de pratiques.
STAPS, on pratique un peu moins. Donc, mais si vous avez le temps, je vous conseille STAPS. Et PGEP, c'est voilà, réorientation. J'étais déjà dedans depuis quelques années, c'était 1 an. Mais voilà, BPGEP plus STAPS. Alors, j'ai une question pour vous, nos 3 intervenants. Pourquoi vous vous êtes lancé dans du coup le milieu nutritionnel, le milieu sportif pour Melvin et pour Pauline? Et comment vous en êtes arrivé à faire vos métiers, à aimer ça, en quelques mots? Je laisse commencer. J'y vais? Allez, Manon. Soyons fous. Donc du coup, moi, alors comment je me suis orientée dans le milieu de la nutrition? Donc déjà, j'étais partie pour faire médecine. Et en fait, je me suis rendu compte que le concours, toutes ces personnes qui voulaient ma place, et cetera, c'était beaucoup trop de stress. Donc j'ai fait ma première année, puis ensuite donc j'ai arrêté, et je voulais quand même en fait aider l'autre, et donc j'ai opté pour le paramédical et la nutrition parce que j'adore manger. J'aime beaucoup, voilà, aller au restaurant et cetera, conseiller. L'alimentation comment dire? M'attire beaucoup, et puis, au sein de ma propre famille aussi, il y avait des problèmes donc de poids, d'obésité et cetera, et je me suis dit: «Bah, Manon, vas-y, c'est pour toi». Donc du coup, j'ai commencé mes études, de diététique. Je les ai continuées avec un master parce qu'en fait, au cours de mes études de diététique, je me suis rendu compte que j'adorais la prévention, la sensibilisation, et cetera. Donc j'ai voulu faire un master, et me spécialiser justement dans cette prévention, et donc j'ai opté pour un master en épidémiologie nutritionnelle, santé publique et prévention. Et donc en gros, l'épidémiologie, c'est l'impact, qu'a notre alimentation sur la santé. Et donc hyper intéressant, j'ai adoré. Et aujourd'hui, bah là, j'ai un petit peu plusieurs casquettes. J'enseigne, voilà, donc pour 2 écoles. Je réalise des consultations également dans un centre municipal et en cabinet. Et je fais énormément de prévention dans les écoles, mais aussi en entreprise. Je réalise des conférences, des ateliers, et cetera. Et je suis, pour l'instant, très épanouie. Voilà, je suis très contente de ce métier. Merci, Manon. Du coup, je laisse la parole soit à Melvin, soit à Pauline. Allez, vas-y. Les femmes d'abord, hein. Ah, ok. Alors, alors moi, du coup, j'ai toujours été dans le sport depuis petite. Ça, c'est une passion avant tout. Après, j'ai fait des études de commerce et c'est là que rentre en jeu aussi le développement personnel. J'ai fait 5 ans dans quelque chose qui ne me plaisait absolument pas. J'ai suivi le moule. On m'a dit, toi, tu seras bonne dans le commerce, donc tu vas là-dedans. Et à 23 ans, ça a été compliqué, mais j'ai dit stop et je me suis réorientée dans le sport parce que je me rendais compte que quand j'allais. Donc, moi, j'avais une salle de crossfit avant, donc j'étais dans le crossfit, toujours d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que quand j'allais au cours, ben, j'écoutais plus ce que disait le coach, je m'asseyais, je regardais, je me suis dit, mais c'était une révélation. Je suis faite pour être devant le tableau. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Après, ben, j'ai eu ma salle de CrossFit et puis j'ai arrêté. J'ai ouvert un programme de sport en ligne. Donc maintenant, je travaille qu'en ligne. Et aujourd'hui, je suis coach de vie. Donc j'accompagne les gens en développement personnel, nutrition et en sport. Voilà. Donc, tu peux citer peut-être ton programme pour les lecteurs qui nous regardent. Ouais, donc c'est le Live Home Training. Donc c'est un programme de sport en ligne. Donc n'hésitez pas après à m'écrire sur les réseaux si vous avez la moindre question, ou même si vous voulez qu'on parle un petit peu du développement personnel. C'est vraiment avec grand plaisir que j'aborde ce sujet-là sur les réseaux. Avec grand plaisir. Super, Pauline. Du coup, je laisse Melvin. Alors, moi, c'est plus comment je suis allé dans le sport ou Exactement, comment ouais, je me pourquoi cette suis branche? intéressé à tout ce qui est nutrition, tout ça. Ben, C'est ça peut quoi, être les deux. Pourquoi le sport et pourquoi du coup ça vous alliez à l'alimentation? Alors, pourquoi le sport? Ben, déjà, je suis issu d'une famille de sportifs. Mon père, ma mère, c'est des amoureux de sport, même dans ma famille et tout. Donc, j'ai touché à tous les sports depuis tout petit. Et après, je me suis lancé dans le handball parce que quand j'habitais en Espagne et quand je suis arrivé en France, à l'âge de 8 ans, je ne savais pas trop quoi faire et mes potes de mon école faisaient du handball et j'avais jamais fait de handball pour moi, et j'ai testé et on va dire c'est à cause d'eux que j'ai compris. Et parce que voilà, c'est se retrouver entre potes, avoir la même passion, se retrouver le week-end avec les potes, les parents des potes, tout ça, les voyages, les compétitions et tout, c'est ça
qui m'a donné envie, ce plaisir de jouer au handball et de faire du sport et du sport collectif. Ça, c'est en grande partie grâce à ça. Et après, j'ai l'esprit compétiteur, donc envie de gravir les échelons. Et petit à petit, le moment est venu où j'avais dit pourquoi pas essayer le milieu professionnel. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Donc, je suis content. Donc, tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais, je continue et je m'épanouis dans ce que je fais. Et puis après, en tant que sportif, je pense qu'on est tous à la recherche de la performance, à la recherche de ce que tu peux faire en plus où tu peux t'améliorer. Et c'est vrai que tout ça, tu commences à t'intéresser à toutes ces formes nutritionnelles, à toutes ces formes de préparation physique, différents programmes, tout ça. Tu testes un peu tout ça justement pour trouver ton équilibre et comment tu fais pour être plus performant qu'hier. En gros, voilà, c'est ça. Et le but, c'est d'être comment on dit déjà, c'est d'être meilleur que demain et être plus nul que hier. Je pense comme ça, là. Enfin, mais ouais, c'est pour ça que je me suis intéressé à tout ça et je trouve que c'est vachement intéressant. Et puis aussi, personnellement, moi, ça m'aide aussi à découvrir un peu le milieu, d'autres métiers. Parce que c'est vrai, quand tu es sportif de haut niveau, c'est un autre monde, c'est un autre univers et on n'en fait pas toute notre vie. Et il y a un moment donné où il va falloir que j'arrête et que je trouve aussi ma reconversion. Donc, c'est vachement important de s'intéresser à tout ça et de parler avec. Moi, ça m'a vachement apporté de vos témoignages et tout, et ça m'a beaucoup aidé. Et pourquoi pas, on ne sait pas si je kiffe, me lancer dans un truc comme ça. Enfin, voilà, moi, je suis ouvert à découvrir plein de choses et c'est pour ça que je suis intéressé à tout ça, quoi. Merci Melvin. Donc, on va continuer peut-être avec des questions s'il y en a eu dans le chat et sinon, on va conclure sur tout ça. Non, il n'y a plus de questions, ça y est. Bon, super. Déjà, merci à Melvin Richardson, Manon Clavier et Pauline Bazot que vous pouvez suivre du coup sur les réseaux et également suivre le Salon de la Nutrition, donc salon de la nutrition Montpellier.com sur notre site internet pour ne rien rater des prochains jours du Salon de la Nutrition. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés pendant l'heure du repas et passez une excellente soirée et au bienvenu pour une prochaine fois. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Passez bonne soirée. Au revoir. Au revoir.